été parfaite des élections de septembre 1889. 366 républicains élus, vous pensez que c'était des républicains, on disait, opportunistes, c'est-à-dire toujours le gouvernement des riches, par les riches et pour les riches. C'était donc parfait, et on pouvait remarquer la collaboration nouvelle d'individus qui vont avoir un grand rôle dans la politique intérieure française. Il n'y avait pas seulement l'éternel Léon Say, il va mourir en 96 seulement, il y avait aussi Jules Siegfried, dont je vous ai parlé, il y avait un banquier lyonnais qui s'appelait Hénard, mais il y avait des nouveaux venus. Il y en avait deux en particulier. Il y avait un nommé Raymond Poincaré, qui va devenir président de la République, puis Louis Barthou. Alors tout ça, c'était très facile, très tranquille, il n'y avait pas de problème, mais en fait, tout de même, des modifications s'étaient produites. Il y en a deux qui s'étaient produites dans la politique intérieure française, sur lesquelles je vais appeler votre attention. Premièrement, la gauche radicale, dont je vous ai dit qu'à cause de l'héritage de Gambetta, elle était la gauche chauvine, celle qui avait poussé Boulanger. Elle va cesser d'être chauvine à partir de 1889-90. Pourquoi? Mais parce que Boulanger, qui représentait le chauvinisme, avait été appuyé par la droite. Alors c'est à ce moment-là que commence à se produire le début de l'épisode dont je vous parlais dans une de mes premiers entretiens. La droite va devenir nationaliste et la gauche va cesser d'être militariste. C'est 88-89 que le mouvement se décide. D'autre part, du côté de la gauche, il se produit aussi quelque chose d'intéressant, à savoir que les quelques radicaux ou extrémistes qui sont à la Chambre se décolore peu à peu. Il vient d'entrer aux élections de 89 un nouveau député qui se dit radical et qui bientôt sera socialiste et qui s'appelle Alexandre Mirand. Peut-être savez-vous que ce Mirand va devenir lui aussi, comme Poincaré, président de la République. Et c'est un rouge, c'est un écarlate qui va bientôt pâlir, en fait, qui va devenir très gentil. Tout ça est bon. En revanche, il y a des éléments moins bons. Il y a quoi? Les socialistes commencent à prendre du poil de la bête. Ils sont divisés, c'est entendu. Il y a le fameux POF, Parti ouvrier français de Jules Guesde, qui a vu deux fois des divisions. Il y a les broussistes qui l'ont quitté, les disciples de M. Brousse, et les alémanistes, disciples d'Alemann, anciens communards, qui l'ont quitté aussi. Ils sont donc des chapelles rivales. Rivales, mais enfin ils s'entendent sur le fond, qu'on appelle la subversion. Et ça fait du monde, ça. D'autre part, en 84, Jules Ferry avait décidé de lâcher en apparence du lest, et il avait organisé, il avait accordé les syndicats. C'est à la fin de l'Empire, la date m'échappe maintenant, 67 je crois, que Napoléon III avait accepté des coalitions ouvrières qui jusqu'alors étaient strictement interdites. Et ben, Ferry, dans la même ligne, va dire oui, je vais permettre aux ouvriers de faire des syndicats, mais faites attention, hein, il y a syndicats et syndicats. Il y aura des syndicats d'extrême gauche avec la CGT qui va se constituer en particulier à partir de 95, mais il y avait beaucoup de syndicats patronaux. Puisqu'il était maintenant autorisé que les ouvriers se syndiquent, il y avait des quantités de patrons qui s'étaient dit, bon, on va faire nous-mêmes un syndicat patronal, avec des gens à nous, parce qu'on appellera plus tard les syndicats jaunes. Seulement ceux qui représentaient la gauche dans le syndicalisme avaient essayé de faire une fédération des syndicats, et cette fédération groupait du monde, et du monde inquiétant. Mais surtout, en 1889, voilà la reconstitution de l'Internationale. Vous vous rappelez qu'elle avait été créée par Marx en 64, qu'il y avait eu toutes sortes de débats, que la Commune lui avait porté un coup terrible en France, que Bakounine et Marx ne s'entendaient pas, que finalement cette première internationale s'était perdue dans les sables, du reste elle s'était située plutôt aux États-Unis, et voilà qu'en 89, la deuxième internationale reparaît avec Marx et avec des idées précises. Et en particulier, comme ils veulent obtenir quelque chose d'immédiat, il est entendu que les membres de l'internationale, qui sont appelés en principe à ouvrir les yeux de la classe ouvrière et sur sa condition et sur sa force, vont militer pour un point très particulier, la journée de 8 heures. Journée de 8 heures, aujourd'hui, ça nous paraît assez normal. Hein. Mais vous n'imaginez pas à ce moment-là ce que pouvait causer de terreur et de panique dans le monde patronal l'idée qu'il n'y aurait que 8 heures de travail. La journée de 8 heures, c'est aussi intolérable pour les marges bénéficiaires que l'impôt sur leurs revenus l'était pour la sécurité des fortunes. Hein. Alors, pas question. Or, cette internationale grandit. D'autre part, il arrive de l'autre côté de l'Atlantique des exemples dramatiques. Les ouvriers américains se sont beaucoup agités, il y a même eu du sang répandu, et en 1887, il y a eu 4 pendaisons d'ouvriers à Chicago. Alors le mouvement ouvrier, la Fédération américaine des travailleurs, est puissante, et elle a décidé de demander mondialement, au prolétariat mondial, de décider que le 1er mai de chaque année, oui, c'est une importation américaine le 1er mai, que le 1er mai de chaque année, ce serait la fête du travail, on chômerait, on ferait la grève, le 1er mai, c'est la journée de l'espérance. Ben, le 1er mai 1891, en France, ça avait été une terreur, vous savez. On avait rempli de foules de soldats Paris. Le gouvernement avait mis 150 000 hommes, vous m'entendez, 150 000 hommes dans les rues de Paris pour lutter contre ce qui pourrait se produire.
C'était rien produit à Paris parce que les types avaient été intimidés, mais dans d'autres grandes villes comme Roubaix, comme Lille, comme Marseille et comme Roanne, il y avait eu des défilés considérables, drapeaux rouges, enfin, inquiétude, terreur pour la classe possédante. C'est à Fourmi, dans le Nord, que ça avait le plus mal tourné. La manifestation de Fourmi avait été organisée par le syndicat local du Parti socialiste. La troupe avait donné, elle avait tiré, probablement un peu trop vite, il est vrai, que les grévistes avaient lancé des pierres contre les soldats. Elle avait tiré d'une manière indiscriminée 10 morts, dont 2 enfants. Alors ça a été la grosse émotion, hein, du sang répandu, 10 morts, ça rappelait Aubin, la Ricamarie à la fin de l'Empire. Et Clémenceau, qui était à ce moment-là encore un homme d'extrême gauche, avait fait une interpellation à la Chambre pour dire ceci. Attention, les morts sont extrêmement persuasifs. Le fait primordial de la politique d'aujourd'hui, c'est l'inévitable révolution qui se prépare. Le quatrième État réclame son droit à la vie. Mitterrand avait demandé une enquête au gouvernement sur la façon dont on avait tiré. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a tiré si rapidement? Le gouvernement refuse l'enquête et frappe qui? Les socialistes. Ce syndicaliste dont je vais parler, le secrétaire de la section de Fourmi, va être condamné à 6 ans de réclusion. Et Lafargue, qui avait fait simplement des conférences dans la région de Fourmi, aura, lui, 1 an de prison. Cette phrase de Clémenceau qui fait frémir la droite, en disant que c'est une inévitable révolution qui se prépare, elle fait dire aux gens de la droite, attention, enfin, minute, il ne faut pas s'affoler, inévitable, il y a peut-être moyen de s'arranger. Et effectivement, voici que dans les années où nous sommes, c'est-à-dire 90-91, un recours inattendu, mais providentiel, et c'est le cas de le dire, va arriver pour les gens d'affaires. C'est un recours providentiel puisqu'il vient du Vatican, ce qui est la voie normale. C'est Léon XIII qui va arranger les choses. Léon XIII avait succédé en 1878 au pape Pie IX. Je ne vous dis plus grand-chose, pape Pie IX, qui avait été élu en 1848, qui au début de son pontificat en 48 avait fait semblant d'être de gauche, avait même soutenu des mouvements revendicatifs en Italie, mais quand il avait vu que son pouvoir temporel était menacé, il était passé à l'extrême droite et il était devenu le pape du syllabus. Je ne sais pas si vous vous rappelez le syllabus, en 1864, c'était l'énumération de tout ce que l'Église condamnait. Elle condamnait pratiquement tout ce qui était le monde moderne, et on avait mis à l'index tous les ouvrages importants du génie humain. Ce même Pie IX, en 1872, avait de sa main, je crois que c'est en avril 72, de sa main, ce qui est rare pour le pape, écrit une lettre à Thiers pour le féliciter d'avoir ramené les gens au bon ordre par le massacre de la Commune. Mais en 1878, quand Léon XIII lui avait succédé, c'était plus du tout la même politique. C'est un subtil, Léon XIII. Jaurès, dont je vous parlerai dans mon avant-dernier entretien, parlera de la voix futée, Léon XIII. C'est bien ça. Léon XIII a des idées que vous allez voir, et ça va se manifester par le coup d'éclat du 12 novembre 1890 à Alger. La flotte française était venue mouiller en rade d'Alger. Le cardinal archevêque, qui s'appelait Lavigerie, avait donné, comme c'était son devoir, un grand dîner en l'honneur de l'état-major de la flotte. Il avait fait jouer la Marseillaise, par l'orchestre de ses pères blancs. Et déjà, les officiers, qui étaient tous des gens bien pensants, avaient considéré que tout de même un cardinal fait jouer la Marseillaise, c'est pas très indiqué. Mais surtout, le cardinal Lavigerie avait prononcé un toast. C'était levé, il avait levé son verre. Il avait levé son verre à la République, vous entendez, un cardinal à la République. Et il avait dit, le moment est venu d'une adhésion sans arrière-pensée à la forme du gouvernement. Et il avait eu soin d'indiquer, en parlant ainsi, je suis certain de n'être démenti par aucune voix autorisée. C'était clair, hein. Ça veut dire que je ne parle pas tout seul, je parle parce que le pape m'a demandé de parler. Si on regardait bien les choses qui avaient précédé, mais les gens sont insuffisamment attentifs, on pouvait se rendre compte que la manifestation de Lavigerie avait été assez longuement préparée. Dès les élections de 1885, ce cardinal Lavigerie, fort de son titre de cardinal, avait cru devoir envoyer une circulaire aux membres de l'épiscopat français qui avaient trouvé ça parfaitement désagréable, et dans cette circulaire, il leur recommandait une obéissance au pouvoir public régulièrement constitué. Comme il savait très bien qu'il s'adressait à un épiscopat qui était en immense majorité royaliste, c'était justement demander à l'épiscopat de cesser d'être royaliste. Ensuite, vous aviez eu une encyclique du pape qui était de 88, nous sommes à 90 maintenant, une encyclique qui s'appelait Libertas. Vous savez, on appelle encyclique, enfin on donne à l'encyclique le nom du premier mot. C'était Libertas. Et quand le pape rédige ou fait rédiger une encyclique, il a soin que le premier mot soit significatif. Alors c'était très significatif, hein, une encyclique qui commençait par le mot Libertas. Et quand on analysait cette encyclique de Léon XIII, on s'apercevait que c'était pratiquement une dénonciation ou un reniement du syllabus. Ce syllabus de 1864 représentait
la déclaration de guerre, en somme, de l'Église au mode moderne, sans le dire, bien entendu. Le pape ne va pas ouvertement désavouer un prédécesseur, sans le dire. C'était en réalité son encyclique Libertas, le contraire de ce qu'avait dit Pie IX dans le syllabus. Qu'est-ce qu'il écrivait dans Libertas? C'est une calomnie, affirmait-il, c'est une calomnie de prétendre que l'Église considère avec hostilité les formes les plus modernes des systèmes politiques, bon, la République, et repousse en bloc toutes les découvertes du génie contemporain. Ça ne suffisait pas, il avait fait encore quelque chose de mieux. C'est en janvier 90. Janvier 90, le pape avait de nouveau écrit aux évêques en leur disant que l'Église ne condamne aucune forme de gouvernement en elle-même. Puis l'année suivante, il avait lancé une encyclique qui s'appelait Nobilissima Gallorum Gens, ce qui se traduit en français par très noble, suprêmement noble, nation gauloise, c'est-à-dire nation française. Il faut bien réfléchir à la situation qui était celle du Vatican à ce moment-là. Il n'a plus beaucoup d'appui politique à l'intérieur de l'Europe, le Vatican. Il ne peut pas compter sur l'Angleterre, puisqu'elle est schismatique. Il ne peut pas compter sur la Russie, puisqu'elle est non pas hérétique, mais schismatique elle aussi. Il ne peut pas compter sur l'Allemagne, qui est extraordinairement puissante, mais qui est pratiquement luthérienne. Il peut bien compter, c'est entendu, sur l'Espagne, mais l'Espagne est en dehors du coup, elle est en marge. Il peut compter sur l'Autriche-Hongrie, mais l'Autriche-Hongrie, elle est extraordinairement menacée. Il y a des problèmes ethniques. C'est une espèce de nation qui se survit à elle-même et qui est perpétuellement menacée de désagrégation. Alors la seule nation un peu solide, un peu consistante en Europe sur laquelle le pape puisse s'appuyer, c'est la France. D'où ces incroyables éloges. Nobilissima Gallorum Gens, n'est pas? Si jamais on avait un gouvernement en France qui soit un gouvernement docile, un gouvernement gentil pour le Vatican, ça serait quelque chose d'extrêmement utile. Alors voilà le sens de la déclaration qu'il fait faire, le pape Léon XIII, à la Vigerie. D'autre part, deuxième coup de tonnerre, celui-là est du 15 mai 91, l'année suivante, c'est la fameuse encyclique que je prononcerai comme on prononçait à ce moment-là, Rerum Novarum, si vous voulez, Rerum Novarum. Cette encyclique, elle passe aujourd'hui pour une déclaration extraordinaire d'un pape qui tout à coup a ouvert les yeux sur la condition ouvrière et qui effectivement emploie des expressions quelquefois très violentes. Écoutez, ça a l'air d'être du Jaurès ou du Marx, et c'est de Léon XIII. Ces travailleurs, livrés sans défense, à la merci de maîtres inhumains. Cette faction maîtresse absolue de l'industrie et du commerce. Ce petit nombre d'opulents qui réduisent à un joug presque servile l'infinie multitude des prolétaires. Il y a là, disait le pape, une violence contre quoi la justice proteste. Il y a l'effort, ce pape. Mais il faut regarder d'un peu plus près ce qui se passait dans le texte réel et la lire de près l'encyclique. Eh bien, l'encyclique Rerum Novarum comportait la condamnation la plus absolue et la plus formelle du socialisme. Ces mots que le pape avait employés, on peut dire qu'il les récusait immédiatement, puisque ceux qui représentaient en France la lutte contre le petit nombre et contre l'accaparement de la richesse nationale par un tout petit groupe de gens vivant de la détresse des autres, non, certainement pas, les socialistes, il n'en faut pas. On s'aperçoit que le pape recommandait simplement à la classe possédante d'ouvrir les yeux. Enfin, faites pas les idiots, faites pas les imbéciles, vous vous rendez compte que c'est une erreur ce que vous faites. Vous faites de la compression. Et bien de la compression, ça aboutira forcément à de l'explosion. Il les prenait, les possédants, par les bons sentiments. Il leur expliquait que, bien entendu, il n'était pas question de les contraindre, qu'une contrainte d'État n'était pas tolérable, que lui aussi était un libéral. Mais enfin, soyez prudents, soyez raisonnables. Et on sentait bien que le pape Léon XIII approuvait, en fait, les cercles catholiques de travailleurs qu'avait créé depuis 1871 M. Albert Demain. Albert Demain, c'est un brave type. Vous savez, c'était pas un homme d'affaires. Alors que la plupart des députés catholiques étaient des gens qui étaient absolument introduits dans les grandes affaires. Lui, non. Il vivait à un 4e étage, sans ascenseur, c'était pas un homme du tout opulent. C'était un brave type. Seulement, la doctrine sociale de cet Albert Demain a été gentille. Vous savez, c'était du féodalisme, c'était du capitalisme, c'était du paternalisme, au point que Drummond, qui était un terrible antisémite, Drummond qui avait lancé la France juive en 1888, Drummond qui en 1889 avait écrit un livre complémentaire qui s'appelait La fin du monde, Drummond qui était un drôle de personnage qui compensait son antisémitisme par un anticapitalisme réel. Drummond avait trouvé une petite phrase que je vais vous lire, je viens de la découvrir du reste, dans sa Fin du monde, à propos des cercles d'ouvriers catholiques. Et il disait: notre société est composée de gens qui crèvent de faim et d'autres qui sont opulents. Alors supposez que sur un radeau de la Méduse, vous vous rappelez le radeau de la Méduse, ce bateau qui avait chaviré, les passagers qui étaient sur un radeau qui n'avaient rien à manger, supposez que sur un radeau de la Méduse, on voit arriver un monsieur qui est arrivé, qui a trouvé le moyen d'emporter avec lui quelques jambons, quelques pâtés, des dindes truffées et des primeurs délicates. Et ce monsieur dit: c'est ma propriété. Alors les membres des cercles d'ouvriers catholiques
qui sont sur le radeau des affamés, vous disent « C'est sa propriété, mes frères. Alors nous allons nous mettre en prière afin d'obtenir que la digestion du monsieur soit heureuse. » Oui, c'est à peu près ça, l'organisation des cercles d'ouvriers catholiques. Et quand la Vigerie avait dit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand je l'ai cité tout à l'heure, je vous demande une adhésion sans arrière-pensée, la forme du gouvernement, il n'était pas tout à fait loyal, parce qu'il avait une arrière-pensée. Et nous allons la voir en plein jour, l'arrière-pensée. Première remarque, elle n'est pas de moi, elle est de Bernanos. Cette encyclique Rerum Novarum en faveur de la condition des prolétaires et de leur assujettissement et de leur exploitation est arrivée un peu tard, vous savez, en 1890. Pensez qu'il y avait déjà 40 ans que Marx avait dit ces choses-là, qu'il y avait 50 ans que Louis Blanc les avait dit, qu'il y avait 60 ans que Fourier et que Saint-Simon avaient dit de ces choses. Alors Bernanos écrira, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Église ne s'était guère souciée du prolétariat avant de le craindre. Mais où était-elle, l'arrière-pensée? Oh, elle est très claire, vous savez, elle est extraordinairement claire. La Vigerie lui-même avait eu une phrase qui est extrêmement éloquente. Il avait dit, dans son toast, il avait dit, lorsqu'il n'y a plus rien pour arracher un pays aux abîmes qui le menacent, plus rien que la franche adhésion à la forme du gouvernement, le moment vient de déclarer enfin l'épreuve faite. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ces abîmes qui menacent le pays? C'est l'abîme du socialisme. Alors il proposait que les honnêtes gens se réunissent autour d'une idée gouvernementale, d'une idée républicaine, de la République des opportunistes, de la République des riches, pour parer au danger de l'abîme. Tsarklins, Monseigneur Tsarklins, qui sera un familier, paraît-il, c'est M. Adrien Dancet dans son histoire de la France contemporaine, histoire religieuse de la France contemporaine qui nous le dit. Tsarklins, qui avait été donc de la maison, comme on dit, la maison militaire, vous savez, la maison du pape, Tsarklins fera une biographie de Léon XIII. Et Tsarklins dira, en fait, Léon XIII faisait appel pour sauver la France, non seulement aux catholiques, mais à tous les honnêtes gens. Le parti à constituer ne devait donc pas être exclusivement catholique, mais devait réunir tous les éléments capables de combattre l'ennemi qu'il fallait vaincre. Et écoutez maintenant le pape lui-même, le pape Léon XIII, le 22 juin 92, s'adressant pour commenter son encyclique à un évêque français qui s'appelait Monseigneur Fava, et il lui dit, quand tous les honnêtes gens, vous entendez bien, les honnêtes gens, et nous en connaissions les définitions, quand tous les honnêtes gens, croyants ou incroyants, familles de haute culture, s'élevant au-dessus des partis, tiens, je croyais qu'ils voulaient en faire un, non, s'élevant au-dessus des partis, concentreront leurs efforts, alors le peuple finira par comprendre où sont ses vrais amis. Le peuple, car c'est lui qui est important, ses vrais amis, c'est pas les affreux socialistes, c'est nous. Enfin, le commentaire du nonce, le nonce qui est à Paris, c'est le Monseigneur Ferrata, expliquera sans embâge, très clairement, le but que le pape poursuit. Le but, c'est de consolider le gouvernement par l'appui des éléments conservateurs en face des partis subversifs qui menacent la société. Eh bien, je crois qu'on ne peut rien désirer de plus clair et de plus limpide. Ce que le pape Léon XIII propose aux opportunistes français qui sont dans une situation difficile, comme vous allez voir, c'est le front commun des possédants et les catholiques, cessant d'être monarchistes, qui se réunissent aux républicains opportunistes. Je viens de vous dire il y a un instant que la situation était dramatique pour les opportunistes. C'est vrai, c'est la fameuse histoire de Panama. Regardons ça de près parce qu'il y a toutes sortes de légendes qui courent sur Panama et la plupart des livres que j'ai lus, sauf un, d'un M. Bouvier en 1967, je crois, appellent notre attention d'un certain côté. Et il dit ça a été un scandale parlementaire. Ce sont des députés qui se sont laissés acheter par cette société du canal de Panama qui était dans des confitures et qui, au mois de juin 1888, contre argent sonnant, enfin plutôt contre des chèques, ont accepté de voter l'autorisation légale qui était indispensable pour une émission à l'eau que voulait lancer cette compagnie qui allait mourir. Ces députés ont fait là une mauvaise action parce qu'ils savaient très bien, ils devaient deviner que la société était en train de couler. Alors c'était l'autorité de l'État qui était mise au service d'une entreprise de rafle sur les économies françaises. C'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça. Il est parfaitement vrai qu'un certain nombre de députés se sont laissés acheter, mais beaucoup moins qu'on ne l'a dit. Sur les 600 députés, on peut dire que la masse parlementaire a été même curieusement loyale et propre. Une vingtaine, pas plus, une vingtaine avait en effet touché l'échec. Et il est vrai qu'il y avait là un ministre soi-disant radical qui s'appelait Bayot, qui avait reçu une somme considérable, 350 000 francs, c'était quelque chose pour l'époque, pour donner son autorisation. Il y avait aussi ce ministre Rouvier, qui est entré au pouvoir en 1887 et qui était dans le coup. Mais le vrai scandale de l'affaire du Panama n'était pas là du tout.
C'était pas un scandale parlementaire, et cependant l'extrême droite essayait d'exploiter. Drummond et son nationalisme, Drummond et son antisémitisme, et tous les bonapartistes étaient derrière pour dire, voyez ce que c'est que la République. La République, c'est le régime de la vénalité. Le vrai scandale, il était d'ordre bancaire. Qu'est-ce qui s'était passé, en réalité? Les banques, vous savez, ça se renseigne, hein. Alors ils avaient su assez rapidement que l'affaire était malsaine. C'est une affaire qui n'aboutirait pas, qui n'aboutirait fatalement, hein, à une faillite. Mais néanmoins, ça leur rapportait beaucoup, ces emprunts. Ils se faisaient payer des sommes considérables en courtage, et par conséquent, comme ils bénéficiaient de ces emprunts, ils vendaient, les gens de banque vendaient, en sachant parfaitement qu'ils vendaient des titres pourris à la clientèle. Et c'est surtout une clientèle de petits gens. Vous n'imaginez pas les bénéfices qu'ils ont fait, en particulier l'Henri Germain. Henri Germain, qui était le fondateur du Crédit Lyonnais, qui était en même temps député. Ben, Henri Germain sera confondu d'avoir obtenu pour un prêt qu'il avait fait, un prêt pour 2 mois, vous entendez? Un prêt de 30 millions qu'il avait fait à la Compagnie de Panama. Pour ces 30 millions, il avait retiré un bénéfice de 2,5 millions en 2 mois. C'était une affaire en or. Mais ce qui était particulièrement scandaleux, c'est que si les journaux de droite se déchaînaient maintenant contre les députés qui avaient, paraît-il, voté la loi imprudente qui autorisait l'emprunt à l'eau, c'était en 92 qu'ils faisaient ça. En 88, c'était ces mêmes journaux qui, au nom de l'intérêt national et parce qu'ils étaient liés avec les banques, avaient pour ainsi dire mis en demeure les députés. Il y a un texte du Figaro qui dit c'est une question d'intérêt national et nous serons jugés par le vote des députés s'ils sont patriotes, ils ne le sont pas. Les vrais patriotes, ce sont ceux qui autoriseront l'emprunt à l'eau, les mauvais patriotes, ce sont ceux qui diront non. Et maintenant, 4 ans plus tard, les mêmes journaux se tournent contre les députés en disant vous êtes des vendus. C'était un terrain extrêmement malsain. Et il va même se produire le 21 novembre 92 à la Chambre un incident extrêmement intéressant et dont on parle bien peu. C'est un député de droite même, parfaitement de droite, qui s'appelait Le Provost de Launay, qui avait été écœuré du comportement de la plupart de ses collègues et qui va prendre à partie Henri Germain, qui est député du centre-gauche, pour lui dire « Je n'admets pas, et on ne devrait pas admettre, qu'un financier soit en même temps un député. Il y a là une collusion, il y a là une connivence inadmissible dans une vie politique saine. » Pauvre Henri Germain, vous savez, qui est coincé, il va essayer de se défendre en disant « Vous déplacez la question ». Et c'est alors que le Provost de Launay va lui dire « Je suis renseigné, monsieur. Je voudrais que vous m'apportiez, vous et les chefs des grandes banques qui êtes là, je voudrais que vous m'apportiez le nombre que vous me disiez, le nombre des titres de Panama que vous avez achetés vous-même. Aucun. Vous n'en preniez pas parce que vous saviez que c'était du titre malsain, mais parce que ça vous rapportait, vous vendiez ces titres pourris à la clientèle. » Donc très mauvais. Hein. Néanmoins, la droite essaye de foncer en se disant peut-être que ça va couler le parlementarisme et couler la République. Cassagnac va dire la République, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est une charogne gonflée, verdâtre, empestant les rives. Le comte d'Aussonville, qui est le représentant du comte de Paris en France, c'est-à-dire le représentant du prétendant royaliste orléaniste, va dire on ne cherche pas un abri dans une maison qui s'écroule. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'il a peur de ce ralliement qu'a conseillé le pape et qui dit catholique, vous n'allez pas entrer maintenant dans la République, vous êtes au moment de s'écrouler. Et Maurice Barrès, qui avait fait au début de sa carrière un peu le gauchiste, et qui même dans une élection s'était présenté en faisant liste commune avec un socialiste, Barrès va passer maintenant au nationalisme le plus furieux et écrire un livre qui le servira beaucoup dans sa carrière et qui le propulsera vers l'Académie, qui s'appelle Leur figure, et c'est la figure des parlementaires dont il affirme qu'ils représentent la République et ce sont tous des vendus. L'affaire va mal tourner, en fait, on ne pourra saisir que quelques complices, on ne touchera pas aux banques, bien entendu, ça c'est intouchable, c'est bien plus respectable que le pape, et on aura simplement le ministre Bayot qui en effet a reçu ses 350 000 francs, Rouvier aussi qui est compromis et qui pendant 10 ans sera sur la touche, et Clémenceau. Clémenceau qui était la bête noire de la droite et qui effectivement avait reçu 50 000 francs de Cornelius Hertz, des marcheurs de Panama, et qui avait aidé à la diffusion des titres du Canada. Ça, c'était finalement les fuites de Panama. C'était finalement pas extrêmement grave, mais ce qui était beaucoup plus grave, c'était le développement et la montée du socialisme. Et s'il y avait eu une montée du socialisme en 1889 et surtout en 1893, croyez, et vous l'avez déjà compris, que ce n'était pas étranger à la politique de Léon XIII. Figurez-vous que les socialistes, qui en 1885 n'avaient réuni à travers toute la France que pas même 90 000 voix, je répète, en 85, pour toute la France, pas même 90 000 voix, aux élections du mois d'août 1893, ces mêmes socialistes avaient maintenant 51 députés et ils avaient plus de 600 000 voix. Il y en avait vu apparaître à la Chambre le 21 novembre 1993 un nouveau député qui s'appelait Jaurès
qui avait été député centre-gauche, c'est vrai, au départ, en 1885, 89, battu en 89 comme trop à gauche car il avait quitté le centre-gauche, et qui maintenant avait fait une déclaration foudroyante, et avait dit, vous les opportunistes qui vous prétendez républicains, vous ne voulez pas développer, déplier le contenu de la République qui contient en elle-même le socialisme, et puisque vous, qui vous dites républicains, vous ne voulez pas faire la politique de la République, eh bien c'est nous, socialistes, qui la ferons contre vous, et vous serez obligés de vous battre avec nous, avec le soleil dans les yeux. Ça, c'était très important, c'était très redoutable, puis voilà maintenant que les anarchistes se mêlent de lancer les bombes. La première bombe anarchiste a été lancée en pleine chambre par un nommé Vaillant, c'était le 9 décembre 93, ce Vaillant qui était dans les tribunes et qui avait une bombe pas très dangereuse, vous savez, il y avait des clous dedans, a lancé sa bombe dans l'hémicycle, il n'a tué personne, il y a eu quelques blessures légères, ce qui a permis au président du Conseil de prendre une allure héroïque en disant, messieurs, la séance continue, mais ce Vaillant, on va le tuer, vous savez, on va le guillotiner. C'était la première fois qu'on guillotinait en France quelqu'un qui n'avait tué personne. Seulement, ça représentait quelque chose d'horriblement dangereux, puisqu'un autre et deux autres anarchistes vont lancer les bombes, Ravachol et Henri. Et Ravachol, quand il va monter à la guillotine, va dire, ce que j'ai voulu, c'est forcer la société à regarder un peu attentivement ce qui se passe du côté de ceux qui souffrent. Puis il y avait des élections municipales qui s'étaient produites en 92. Il y en avait vu deux grandes villes tomber au pouvoir des socialistes. J'ai pris là l'énumération. Il y avait Commentry, pas très grande ville, mais il y avait Marseille, il y avait Montluçon, il y avait Narbonne, il y avait Roubaix, il y avait Toulon, qui étaient maintenant des municipalités socialistes. Vous pensez que c'est redoutable. Alors quel avait été l'accueil fait au pape? Oh, mais du côté de la droite, un très mauvais accueil, naturellement. Il paraît qu'un certain nombre de religieuses, j'ai trouvé ça dans le livre de M. Dansette, s'étaient mis en prière pour sauver le pape, parce qu'elles étaient convaincues qu'il était la proie des francs-maçons. Qu'il y avait eu un commando de francs-maçons qui était tombé sur le Vatican et qui avait coincé Léon XIII et qui devait obliger à écrire cette épouvantable chose de Rerum Novarum. Puis il y avait un certain nombre de députés, surtout les députés de la Vendée, qui savaient que leur électorat était royaliste et qui se disaient, si on abandonne l'électorat royaliste, ben, nos types vont nous plaquer. Puis il y avait beaucoup d'évêques qui se disaient, mais nos œuvres, enfin, et puis notre vie personnelle, ça doit beaucoup aux subventions que nous accordent les châtelains. Les châtelains sont monarchistes, surtout dans l'Ouest. Alors si jamais on se rallie à la République, ça va marcher. Si bien qu'il y avait du côté de la droite catholique beaucoup de freins. En revanche, du côté de la même droite catholique, il y avait des gens intelligents. Il y avait le Baudy, qui était un député centre-gauche, qui était un raffineur, c'est un homme du sucre, le Baudy. Ben, le Baudy, c'est quelqu'un qui se dit, mais c'est très intelligent ce que propose le pape. Dans un livre tout récent, qui est paru l'année dernière, d'un Américain, non, un Anglais, qui s'appelle Richard Griffith. Griffith a cette petite phrase que j'ai recopiée, le député catholique moyen avait souvent des liens étroits avec les grandes affaires. Alors, je pensais que ces députés catholiques moyens trouvaient que le pape était extrêmement intelligent. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'accueil de la gauche, les opportunistes. Ces opportunistes qui avaient travaillé antérieurement dans l'anticléricalisme, voilà qui mettent une grosse sourdine à leur anticléricalisme. Grosse sourdine, en se disant, après tout, l'Église est quand même une force puissante. On se rappelle, après 1848-50, comme ça a été utile d'avoir les curés avec nous. Alors peut-être qu'il faut faire des sourires maintenant. Et ça va aboutir à une déclaration du ministre de l'Instruction publique et des cultes qui s'appelle Spuller, et je ne résiste pas au plaisir de vous la lire. Spuller va dire, il faut maintenant un esprit nouveau, un esprit de tolérance éclairé, entre voltairiens et chrétiens, entre positivistes et catholiques, il faut une union. Il faut mettre au-dessus de nos inutiles querelles idéologiques, le grand souci de la paix française, de la paix morale et sociale, le grand souci de la patrie, j'appelle ça la charité du cœur. C'est le même moment où on voit le vieux monsieur Renan qui vient de mourir en 92, Renan qui dit, dans le torrent actuel qui emporte tous les rochers qui s'opposent à la subversion, il y en a deux qui subsistent, encore par bonheur, mon Dieu, qu'ils puissent durer. Ces deux rochers, c'est l'armée et c'est l'Église. Alors le Renan de la vie de Jésus, le Renan qui avait été porté au nu par les positivistes et par les libres-penseurs, sachez que maintenant il s'est rallié avant de mourir juste au sabre et au goupillon. Et le vieux Taine qui avait été autrefois un matérialisme déterministe, va se convertir avant de mourir. Pas tout à fait au catholicisme, non, au protestantisme. Mais il dira, Taine, j'ai compris enfin, maintenant au seuil de la mort, que le vieil évangile est tout de même le meilleur auxiliaire de la paix sociale. Les opportunistes ont fait une recrue extraordinaire. Je vous en avais parlé à propos de 89, c'est M. Raymond Poincaré. L'année précédente, juste avant ce que je vous raconte maintenant, avant Spuller et sa déclaration de l'ordre moral, du nouvel ordre moral, Poincaré s'était mis en vedette par une opération fougueuse contre l'impôt sur le revenu. Une fois de plus, la gauche avait osé proposer cet impôt, il avait fait des déclarations tonitruantes. Il s'était placé, Raymond Poincaré, en vedette, de telle sorte que les affairistes savaient maintenant.
qu'ils pouvaient compter sur cette nouvelle recrue, compter à fond et ils ne l'oublieront pas. C'était un homme à eux, un inconditionnel, capable de les sauver dans les pires crises nationales.